23 h, à la caserne des pompiers de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Romain, lieutenant de 34 ans, vient de recevoir une alerte. On part sur un accident de circulation, une voiture contre un poids lourd, avec une notion d'une personne incarcérée à l'intérieur, inconsciente. A priori, gros accident. L'accident s'est produit à l'entrée d'un village de 300 habitants. Sur la départementale 985. Un jeune automobiliste et un 44 tonnes sont entrés en collision frontale. Le choc a été d'une extrême violence. Les collègues sont en cours de désincarcération, donc un jeune de 25 ans qui a percuté le poids lourd ici. Donc il y a un arrêt cardio-respiratoire. Donc là, la situation est plutôt dramatique. Les secours doivent accéder au plus vite à la victime coincée dans l'habitacle pour tenter de la réanimer. Aidés des témoins de l'accident, une douzaine de pompiers essaient de retirer le toit de la voiture. L'un des pompiers parvient enfin à atteindre le jeune homme et commence immédiatement un massage cardiaque pour le maintenir en vie. Attention la perte! Attention la perte! Problème, la violence de l'impact a projeté le moteur et le volant sur ses jambes, piégeant le bas de son corps dans la tôle. Tu vas ou pas, Nathan? Membre inférieur. C'est pris dedans, il y a le tableau de bord dessus. Je sais pas si on va réussir à le sortir. On va essayer de faire un dégagement. On va essayer de faire un dégagement d'urgence. Ah, faut qu'on prépare, préparer le brancard. On va le préparer derrière, ouais. Ah, ouais. Tu vas, Fabien? Fabien, tu prépares ton brancard, planche. C'est tout prêt. Cela fait déjà une demi-heure que l'accident s'est produit. Les secouristes se relaient pour le massage cardiaque. Romain est inquiet. Chaque minute compte. Et le volant emprisonne toujours la victime. Le volant est enfin dégagé. Les secouristes peuvent extraire l'automobiliste. C'est bon, là, ça sort, là, les gars. Allez, Ah, il sort, allez. Attention pour hisser. Hisser. Attention pour hisser. Hisser. Attends. Vas-y. Attention pour hisser. Le jeune homme est toujours en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers continuent le massage pour relancer son cœur. Romain, le lieutenant, tente de comprendre les circonstances de l'accident. A priori, l'automobiliste s'est déporté sur la route opposée. Puis le chauffeur du poids lourd n'a pas pu l'éviter, pourtant il a essayé de serrer, on voit là, il est sur le côté. Donc il a percuté sur la calandre du poids lourd et puis il est parti après derrière sur le bas-côté, quoi. Des accidents en forte cinétique en fait. Pour nous c'est ce qu'il y a de plus dramatique en fait sur les lésions internes et même externes, mais là c'est un accident très violent. A priori, la voiture et le camion respectaient les limitations de vitesse. Mais un choc frontal entre deux véhicules roulant à 80 km/h équivaut à percuter un mur à 160. Le chauffeur du poids lourd est sous le choc, mais il a eu un peu plus de chance. Aucune blessure. Il est négatif au test d'alcoolémie et antidrogue. Le chauffeur poids lourd, lui, il est plutôt choqué et plutôt dans un état... en plus, le problème, c'est que lui, avec la hauteur, il voit la voiture lui arriver dessus. Il n'a aucun moyen d'action pour l'éviter. C'est hyper traumatisant, quoi. Cet accident spectaculaire est aussi une épreuve pour les témoins. Comme cette conductrice qui a tout vu. Là, ils sont en cours de réanimation. Ils essayent de faire le nécessaire. Ça a été extrêmement violent, madame? Oui, il y a eu un énorme bruit. C'est vrai? Vous voulez voir le médecin? Cette mère de famille a eu la peur de sa vie. Accompagnée de sa fille de 11 ans, elle s'était lancée dans le dépassement du camion accidenté. Elle a renoncé à la dernière seconde. Je pense qu'elle attend qu'une chose, c'est de rentrer chez elle et à juste titre. Elle va être entendue par les gendarmes, mais après elle va pouvoir quitter les lieux, rentrer à son domicile. Dans l'ambulance du SAMU, une équipe médicale de réanimation a pris le relais des pompiers. Ils tentent l'impossible pour sauver la vie du jeune homme.
en vain. Donc, du coup, vous avez stoppé? Il est décédé, ouais. On a fait 15 minutes de réanimation à peu près, en plus de la vôtre. Ouais. Donc, 30 minutes, 3 quarts d'heure en tout. Ok. Assez plat tout ça. Ok. Bon. On a été injecté quand même 30 mg d'adrénaline, on l'a intubé. Plus, ouais. 25 ans, jeune. Ouais. Mais bon, Ok. le choc était, Ouais, c'était violent. était trop violent, puis surtout il était coincé, donc rien à faire. La rapidité et les efforts des secouristes n'ont pas suffi. Les gendarmes doivent maintenant déterminer les causes de l'accident. Endormissement, survitesse, malaise ou téléphone portable, à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées. À plus. Ouais, salut. En 2016, la violence routière en France a marqué une troisième année de hausse consécutive, avec 3469 morts. Presque 10 morts par jour. Équipier, êtes-vous prêts? Ouais. Attention, hissez. Pour comprendre les raisons de ce fléau, nous avons filmé deux axes routiers parmi les plus dangereux de l'Hexagone. D'abord, la RCEA dans le centre. 3 PL, apparemment choc par l'arrière. Traversant la France d'est en ouest, la RCEA est surnommée la route de la mort. Le nombre de tués y est 5 fois plus important que la moyenne nationale. Souvent en cause dans ces accidents mortels, les poids lourds. Ils sont environ 16 000 à emprunter quotidiennement la RCEA. Excédés, dès qu'ils le peuvent, les automobilistes tentent de les dépasser, dans des manœuvres souvent périlleuses. Regarde, tu peux m'expliquer où il va se rabattre? J'ai l'impression de jouer à la roulette russe en fait. Dans l'est de la France, nous avons filmé les coulisses de la Nationale 4. Gendarmes et dépanneurs sont sur le pied de guerre. 147. Malgré les efforts des forces de l'ordre, les comportements à risque se multiplient. Alcool, stupéfiants, dépassements dangereux, téléphone portable ou excès de vitesse sont à l'origine de nombreux carambolages. Une fraction de seconde et puis ça générait un accident, un deuxième accident. Certains jeunes conducteurs prennent leur voiture alors qu'ils sont totalement alcoolisés. C'est alcoolique qui a dit l'autre là. Allez sur le Attention, on va pas vous faire écraser, on sait jamais. Hein. Mais moi, on me voit bien. D'autres confondent route nationale et circuit automobile, sans avoir conscience du danger. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 154, monsieur. Bien joué. Perdu. Les gendarmes n'hésitent pas à déployer les grands moyens. Sur la Nationale 4 et la RCEA, immersion dans le quotidien mouvementé des pompiers, Vous m'entendez? dépanneurs et gendarmes. Village de Sanvignes, à 40 km des lieux de l'accident. C'est dans cette maison que nous avons retrouvé Nathalie, la mère de Morgane, le jeune automobiliste qui a perdu la vie dans un choc frontal avec un poids lourd. Donc voilà, Morgane. Ici, il avait 17 ans, et ici, il avait 22 ans. Cela fait un mois que Nathalie et son nouveau mari Julien vivent un cauchemar. Ils ont dû rapporter chez eux les affaires du jeune homme qui habitait un petit studio à quelques kilomètres de là. Donc voilà. Donc ici, c'était sa chambre avant, où on a démonté son lit pour mettre toutes ses affaires de son appartement. Depuis 2 ans, son fils avait pris son indépendance. Il avait décroché un CDI dans la restauration rapide. Le jour de l'accident, et comme chaque lundi soir, il devait rejoindre sa mère pour le traditionnel dîner en famille. J'ai attendu mon fils, il n'est jamais arrivé. C'était quelqu'un de très ponctuel, en règle générale. Donc, sachant qu'il m'avait dit qu'il arrivait vers 7h, 7h30, et que moi je finissais le travail à 8h. Quand je suis arrivée à 8h15, déjà c'était pas normal qu'il soit pas là. Donc au bout d'un message et d'un appel, après j'ai pris l'initiative d'appeler l'hôpital pour savoir ce qu'il en était, quoi. Et c'est là qu'on m'a annoncé le décès de mon fils. Après le choc de l'annonce, vient le moment des questions.
Nathalie cherche à comprendre ce qui s'est passé ce fameux lundi à 19 h. Seule certitude pour elle, son fils était au téléphone avec une amie. Pour moi, le moment où ils ont été coupés, c'est le moment de l'impact, puisque c'est l'heure de l'accident. Donc, il n'y a pas à tortiller. Pour moi, c'est ce qui a provoqué l'accident. Le téléphone portable. Oui, donc il a dû glisser de ses mains, ou je ne sais pas, mais pour moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Et sans compter qu'il ne buvait pas, il ne fumait pas. Et donc ça a été prouvé par les analyses qu'il n'avait absolument rien pris. L'enquête des gendarmes a été classée sans suite par le procureur de la République. Nathalie, elle, reste persuadée que la mort de son fils est due à l'utilisation du téléphone au volant. Un phénomène de plus en plus répandu qui est devenu la bête noire des forces de l'ordre sur la RCEA et sur toutes les autres routes dangereuses. À 500 km plus au nord, dans l'est du pays, une autre nationale est particulièrement accidentogène. La RN4. Reliant Paris à Strasbourg, cette route gratuite est empruntée chaque jour par plus de 20 000 véhicules. Cette 2 fois 2 voies ressemble à une autoroute tranquille, mais elle est en fait semée d'embûches. Nids de poules ou fissures. Ça tape, encore une, encore une, encore une, encore une, encore une. Sans oublier le comportement dangereux de certains automobilistes et conducteurs de poids lourds. Là, c'est limite queue de poisson. Autant de facteurs de risque qui provoquent environ 400 accidents sur la Nationale 4 chaque année. Sur le tronçon de la Nationale 4 qui traverse la Meuse, pour lutter contre l'insécurité routière, la gendarmerie s'est dotée d'une brigade d'une vingtaine d'hommes. En moto, voitures banalisées ou hélicoptères. Qui passe devant pour que j'essaie de voir ce qui passe dans la cabine. Ces anges gardiens de la route interviennent de jour comme de nuit pour traquer les chauffards. Aujourd'hui, Ludovic, adjudant de 35 ans, et son collègue se sont positionnés sur un pont. Ils surplombent la route pour chasser les comportements à risque, notamment l'utilisation du téléphone au volant. Quelques minutes seulement après leur arrivée, les gendarmes repèrent une conductrice avec un portable en main. On voit un portable. Ils se lancent immédiatement à la poursuite du véhicule. On va se mettre à sa hauteur. Roulant à pleine vitesse, il rattrape rapidement la conductrice qui, à ce moment, a raccroché son téléphone. En tout cas, on a constaté qu'elle l'avait en main, ça c'est sûr. Madame, bonjour. On vient vous contrôler, c'est pour l'usage du téléphone. L'usage du téléphone? Oui, vous aviez en main votre téléphone. Son appel téléphonique lui coûtera 135 € et 3 points sur son permis. Le portable au volant multiplie les risques d'accident par 3. Pourtant, la conductrice ne semble pas consciente d'être un danger avec son téléphone en main. Je rage. 3 points. Et le téléphone, du coup, il est... Bah, je l'ai jeté dans mon sac. Donc là, vous étiez en main libre, c'est ça? Oui, j'avais mis le haut-parleur. Je vais appeler avant de redémarrer pour lui dire. On a le droit de fumer? Non, on n'a pas le droit non plus. Hein. On n'a pas le droit de croquer dans une pomme, on n'a pas le droit de manger une banane. Pas le droit, pas le droit, pas le droit. Oui, voilà. Alors, figure-toi, téléphone, ils ont vu que j'avais le téléphone à la main. Oh putain! Je te rappelle, non, je te rappelle plus. À tout à l'heure. Tiens. Tenez, madame, je vous rends les documents. Voilà, maintenant je suis énervée, vous voyez? Maintenant je vais conduire mal. Vous pensez que vous allez conduire mal? Ah bah oui,
J'ai pas dit que vous conduisiez mal. Ben non, j'avais mis Vous le limitateur. en faisant usage du téléphone. Oui, mais bon, c'est les gens dangereux qu'il faut arrêter. C'est pas les gens. Je prenais pas de risque, je mettais personne en danger. Voilà, ça m'énerve. En utilisant le téléphone, vous prenez forcément pas des des risques jours comme ça, quand il y a personne. Oui, s'il y avait eu beaucoup de circulation, si. Oui, il y a des fois. Bon, enfin, vous faites votre travail, je suis en tort, j'en conviens. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, sera madame. moins bonne. Elle n'a pas conscience que quand elle a les yeux rivés sur le téléphone, elle n'a plus les yeux sur la route. Mais elle conçoit quand même qu'elle a fait une erreur. Mais pour elle, c'était pas dangereux. Les gendarmes reprennent leur traque aux conducteurs imprudents. Avoir son téléphone en main est répréhensible, mais un autre comportement est aussi dans le viseur des forces de l'ordre. Pour les oreillettes. Ce chauffeur au volant de son poids lourd utilise des écouteurs. C'est interdit par la loi depuis 2 ans. Je vais vous demander le permis de conduire et puis les documents. Donc on vient vous contrôler, c'est pour l'usage de port des oreillettes. Ah bah je me doute. Ouais. Donc là, la contravention, c'est 3 points. Il m'en reste 7. C'est cher payé? Ouais, quand même, moi je dis c'est cher payé. Ouais. C'est vrai que l'oreillette c'est pas fait pour aider, mais bon, sur une route comme ça, on est moins dangereux que quelqu'un en voiture en ville et qui a le téléphone à la main, quoi. Ah, mais si vous êtes en ligne au téléphone ou à écouter de la musique, vous n'êtes pas à l'environnement, vous n'écoutez pas l'environnement. Avec ses 100 000 km par an, ce chauffeur routier ne conçoit pas ses trajets sans la compagnie de son téléphone portable. Vous saviez que les oreillettes c'est interdit? Ah ouais, je le savais. Ouais. Nous sur la route, c'est pas pour dire, on s'ennuie. Hein. Si on n'a pas la communication avec des amis au volant, eh ben, ça devient monotone la route. Hein. C'est vrai, on est 9h, on est loin de notre famille, on aime bien avoir des amis, rigoler au téléphone, raconter notre week-end comment il s'est passé, c'est un lundi. Selon les scientifiques de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, utiliser notre téléphone au volant fait chuter notre concentration de 70%. Mais ce n'est pas le seul fléau qui touche les routes françaises. Dimanche, 5 h du matin. La soirée se termine dans cette boîte de nuit située à quelques centaines de mètres de la RN4. Pour minimiser les risques d'accident, la discothèque a installé un éthylotest. On va attendre un peu. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de dormir sur le parking. Mais sinon, j'ai ma Sam avec moi. Un soufflet, au pire. Vous voulez souffler? Je vais remettre à 0. Ça, c'est un éthylotest. Et c'est la même machine que les gendarmes ont, en fait. C'est exactement la même machine à l'intérieur. Allez, bonne soirée. Pour rentrer sans encombre, certains ont désigné un SAM, celui qui ne boit pas et qui ramène les autres. C'est qui doit rester? Moi, je suis Sam. Je ramène plus alcoolique. Nous, les alcooliques qui a dit l'autre là. Nous, alcooliques, on croit pas. Ouais, mais je pense elle 2, lui 5 aussi. Ouais, 0. Toi, t'as pas trop bu, ça va. Contrairement à ce jeune homme, d'autres conducteurs prennent le volant bien qu'éméchés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un barrage de gendarmes les attend de pied ferme. Bonsoir, contrôle l'alcoolémie. Avez-vous consommé de l'alcool? Souffle normal et continue dans l'embout tout le temps de la sonnerie. S'il vous plaît. Allez, au revoir. À la tête du dispositif, Sébastien, 39 ans, cible les populations à risque. Les jeunes conducteurs et les chauffeurs routiers. L'alcool au volant multiplie par 10 les risques d'accidents mortels. S'il vous plaît. Très vite, un jeune homme de 18 ans qui sort de la boîte de nuit est contrôlé positif. On va faire une vérification à l'éthylomètre. Mais le contrôle du conducteur s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Attention! Attention, on va pas vous faire écraser, on sait jamais. Hein. Mais moi, on me voit bien. À cause de la passagère d'un autre véhicule, très alcoolisée. Allez sur le trottoir. D'accord. Ce sera mieux. Coucou! Monsieur le policier! C'est vachement mignon! Merci. Le conducteur de 18 ans, lui, s'apprête à souffler dans un éthylomètre qui va déterminer précisément son taux d'alcool dans le sang. Voilà. Vous l'avez depuis quand le permis?
Le jeune conducteur est encore en période probatoire. Il n'a pas le droit à l'erreur. S'il ne veut pas perdre son permis de conduire, il ne doit pas dépasser les 0,10 mg par litre d'air expiré, l'équivalent d'un petit verre d'alcool. Vous lisez combien? 0,30. C'est 3 fois la dose qui est tolérée. Vous avez dit quoi exactement? Une vodka? Là, 0,30 pour une vodka. C'est soit 3 vodkas, soit une triple dose. La sanction est sans appel. Son permis lui est immédiatement retiré. Le jeune homme devra le repasser dans plusieurs mois. J'ai juste pris un verre en début de soirée, puis voilà. Un verre Un peu chargé, oui, c'est vrai. Je pensais pas que c'était à ce point, quoi. La perte de son permis est une catastrophe pour le jeune homme. Il utilise sa voiture chaque matin pour aller travailler. Qu'est-ce que vous ressentez là? La haine. Envers eux, envers moi. Je leur ai dit, je dois aller au travail, je sais même pas comment je vais faire. C'est la vie. Bonne soirée, monsieur. Dépister l'alcool n'est pas la seule priorité des gendarmes. Vous êtes quand même bien pâle, vous êtes fatigué? Ils contrôlent aussi la consommation de stupéfiants grâce à un test salivaire. Un conducteur sera contrôlé positif au cannabis et écopera d'une rétention immédiate du permis de conduire. Que ce soit l'alcool ou les stupéfiants, c'est désinhibant, donc quand on voit les conséquences que ça peut avoir, il n'y a aucun état d'âme à réprimer durement ce type de comportement au volant. Les fêtards ne sont pas les seuls à être dans le viseur des gendarmes. Un peu plus loin, Bertrand et Franck ciblent, eux, les professionnels de la route. 7 h du matin. À cette heure-là, ils sont nombreux à commencer leur journée de travail. Bonsoir monsieur, sans forcer, 4-5 secondes et un clac à la fin. Bon courage. Donc vous coupez vos phares. Les gendarmes ont repéré cet homme au comportement suspect. Un chauffeur routier qui se rend sur son lieu de travail. Il semble alcoolisé et n'arrive pas à démarrer son véhicule. Déverrouillez, enlevez la clé. Vous permettez que j'essaye? S'il vous plaît. Merci. Là, vous soufflez, il y a un défilement de flèches, d'étoiles. Quand je vous dirai d'arrêter, vous arrêtez de souffler. Allez-y. Cet homme de 45 ans s'apprête à commencer une journée de livraison au volant d'un camion frigorifique de 40 tonnes. 0,57. Là, vous êtes au-dessus. 0,57 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Un taux 2 fois supérieur à la limite légale. Son permis lui est retiré sur le champ. Là, vous pouvez plus conduire. Hein. Faut que quelqu'un puisse venir vous chercher. Donc ça serait bien que vous ayez une solution. Si on vous garde, c'est une procédure un peu plus lourde. Hein. Le chauffeur ne semble pas avoir conscience de la gravité de la situation. Vous vous sentiez capable de conduire là? Oui, parfaitement. Oui, après c'est une histoire d'endurance, de santé ou de je sais pas quoi. Apparemment, j'ai encore des restes. J'ai pas assez dormi, c'est pareil. Donc il y a encore un dépassement, je ne suis pas descendu en taux. Et là, c'est la fin de ma vie. C'est-à-dire professionnel. Bah oui. C'est jugement, c'est tribunal, c'est les prises de sang, c'est... L'homme encourt une amende de 4 500 € en plus de la suspension de son permis. Le camionneur risque de se retrouver au chômage. Soyez prudents. Allez, au revoir. Mais les gendarmes ont évité qu'une bombe roulante ne prenne la route. Avec un taux aussi élevé, le risque de provoquer un accident mortel est multiplié par 30. Mais moi, je suis bien content de l'avoir sorti de la circulation. Parce que c'est quand même un danger, hein. Plus qu'un danger. Hein. Parce que quand une personne comme ça, alcoolisée avec un taux comme ça, à 40 tonnes dans les bras, eh ben, ça reste un danger. Hein. Les gendarmes appliquent la tolérance zéro avec les poids lourds, de nuit comme de jour.
Aujourd'hui, Sébastien, le capitaine, s'attaque à un autre comportement dangereux de ces géants de la route. Non. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Le capitaine a décidé de sortir les grands moyens. Grâce à un hélicoptère équipé d'une caméra surpuissante, les gendarmes vont traquer le non-respect des distances de sécurité. Kyle starter, rotor. Au sol, les motards auront pour mission d'intercepter les véhicules hors la loi. L'hélicoptère survole la route à 300 mètres de hauteur. À cette distance, les gendarmes peuvent scruter le flux de circulation sans être repérés. Au bout de quelques minutes, ils repèrent un camion qui met en danger les autres usagers de la route. Ils ne respectent pas les distances de sécurité. Clairement, oui, il n'y a pas un trait là. Les marques sur le bas-côté servent de mesure. La distance réglementaire entre deux camions doit être au minimum d'un trait, c'est-à-dire 50 mètres. Depuis plus d'1 kilomètre, ce camion bleu colle dangereusement le poids lourd devant lui. Ça n'a l'air de rien, mais au moindre coup de frein, cela peut provoquer un carambolage. Pas mal d'arriver à zoomer sur celui-ci. Je me rapproche, Steph. Ouais, faudrait que je mette derrière, que je puisse choper la plaque. La caméra de l'hélicoptère est équipée d'un zoom très puissant qui permet de lire une plaque d'immatriculation même à plus de 2 km. On peut déjà envoyer les motards. Un poids lourd, un ensemble routier avec une remorque bleue. Avec leurs motos qui peuvent atteindre les 200 km/h, les motards prennent en chasse le camion. Bravo Mike 2 de Charlie Mike. Les poids lourds seraient en cause dans un peu plus d'un tiers des accidents qui ont lieu sur la RN4. Bonjour monsieur. Aujourd'hui c'est un contrôle avec hélicoptère. Vous avez été signalé comme ne respectant pas la distance de sécurité. Voilà. L'imprudence de ce chauffeur lui coûtera 90 € et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. On n'arrête pas un 38 tonnes comme on arrête une voiture. Donc il est évident que même peu chargé, ça s'arrête pas comme une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé alors, monsieur? Eh ben, je me suis fait gueuler tout simplement. Attention, vous êtes attention. Le routier est en colère. Il ne semble pas prendre conscience que son comportement est extrêmement risqué. Les distances, ça reste hyper dangereux quand c'est pas respecté. Personne qui freine devant de façon inopinée, il y a le réflexe, il y a le temps, il y a tout ça. Et puis un poids lourd, même si la technologie fait que ça freine fort, il y a quand même 40 tonnes qui poussent derrière, quoi. Le non-respect des distances de sécurité serait à l'origine de près de 5000 accidents chaque année dans notre pays. Sur la RN4, mais aussi à 500 km au sud, sur la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique. 1800 km de bitume, traversant la France, des pays de l'Est jusqu'à l'Espagne. 16 000 camions l'empruntent quotidiennement, car elle est gratuite. Un axe surchargé, où les services de secours sont quotidiennement confrontés aux accidents de la route. Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Une ville de 9000 habitants, nichée à quelques mètres seulement de la RCEA. Ici, à la caserne des pompiers, 50 secouristes sont sur le qui-vive, 24 heures sur 24. Je veux un calage du véhicule tout de suite. Désincarcération ou médicalisation d'urgence. Vous m'entendez? À l'entraînement ou en situation réelle, 8 pompiers professionnels et 42 volontaires sont mobilisés sous les ordres de Romain, un lieutenant de 34 ans. On peut mettre du monde derrière pour récupérer la planche quand ils vont tirer. Cela fait 3 ans qu'il intervient sur la RCEA, un axe où le nombre de morts est 5 fois plus important que la moyenne nationale. Souvent mis en cause, les milliers de poids lourds qui l'utilisent. À la caserne aujourd'hui, c'est Stéphane, 35 ans, qui est de permanence. Ça part les gars! Alors pourquoi?
Accident. 3 poids lourds, direction Monceau, RCEA. Ok. En 3 minutes, les pompiers doivent s'équiper pour déclencher leur départ moins de 6 minutes après l'alerte. L'accident implique 3 poids lourds. Les pompiers n'ont pas plus de détails pour le moment. « 3 PL, apparemment choc par l'arrière. » Chaque seconde compte. Des vies sont peut-être en jeu. Quand on part sur 3 poids lourds, on pense à quoi? On imagine surtout la violence que le choc peut avoir et on se projette déjà aussi sur le nombre de victimes potentielles. Toute sirène hurlante, les pompiers parcourent les 35 km qui les séparent de l'accident. Sur place, 2 poids lourds viennent de se percuter sur une des portions les plus denses de la RCEA. Priorité pour Romain, le lieutenant, l'état de santé des victimes. Il veut établir un premier bilan. T'as combien de blessés? Il y a juste le conducteur du camion qui a touché. Un seul blessé, le conducteur. 2 poids lourds impliqués, pas 3. 3 poids lourds. 3 poids lourds, d'accord. Vous n'avez pas mal au cervical? Non, ça va. Pas de fourmillement dans les mains, pas dans les jambes? Non plus. Hein, pas de douleur dans le dos? Rien du tout. Okay. Ce routier s'est encastré dans le poids lourd devant lui. Il n'a qu'une bosse sur la tête, un miraculé. Ça a freiné une première fois, je l'ai vu avec les feux de détresse. Et en fait, il a enlevé les feux de détresse, on a commencé à repartir. Donc moi, je me suis relaxé, j'ai regardé l'aire de repos à gauche. Et en fait, quand j'ai regardé devant, ça avait repilé, quoi. Et là, j'ai rien pu faire, j'ai mis le pied sur le frein et je suis rentré dedans. Miracle, miraculeux. Pour Stéphane, 15 ans de métier, le chauffeur du poids lourd a frôlé la mort. La casquette métallique au-dessus de sa cabine lui a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu la casquette, parce que c'est un porteur en fait, il aurait complètement tapé de plein but et il se serait complètement retrouvé piégé dedans. En fait, ça lui permet de préserver sa zone de survie en fait à l'intérieur. Effectivement, il a quand même une bonne part de chance parce que les accidents qui impliquent plusieurs poids lourds, ça peut vite être dramatique. Le chauffeur, lui, il est tout de suite derrière le pare-brise. C'est pas comme une voiture où on a le capot et toute la partie moteur qui absorbe une partie du choc. Lui, il a dû se voir arriver en direct dans la remorque. Pendant que le camionneur est soigné, Romain doit gérer une autre urgence. L'aire de repos est transformée en déviation de fortune pour fluidifier le trafic, car il y a un risque d'explosion. Ouais, j'ai une grosse fuite de gasoil. Ouais. Ça pisse, hein? Ouais, c'est un début. On va mettre une DV en protection et puis après on va traiter au niveau de la pollution avec la DIR. D'accord. Le choc a éventré le réservoir rempli de 650 litres de gasoil d'un des 2 camions. Un incendie peut se déclencher à tout moment. Le premier chauffeur transportait 2 tracteurs. Mais le lieutenant est inquiet. Il ne connaît pas la cargaison de la 2e remorque. Monsieur, vous me confirmez, vous transportez des emballages carton? Non, pas des emballages carton, c'est des emballages métalliques. Ok, donc aucun risque d'incendie? Il n'y a pas de risque de matière inflammable dans les camions? Non, on parle de réservoir, quoi. Ok, d'accord. Pas d'incendie, ni de suraccident, les secouristes ont évité le pire. Mais le chauffeur du 2e camion, comme de nombreux routiers, met en cause la dangerosité de la RCEA. Je ne me sens pas rassuré sur cette route, j'ai toujours peur de croiser un camion avec un chauffeur à moitié endormi ou distrait par le portable ou je ne sais quelle occupation. Oui, on n'est pas. Il n'y a pas de glissière de sécurité, il n'y a pas de séparation. Et puis les distances ne sont pas respectées, les vitesses ne sont pas respectées. Le non-respect des distances de sécurité serait à l'origine de cet accident. Pourtant, sur la RCEA, les camions doivent rouler à au moins 50 mètres les uns des autres. À cause de ces comportements dangereux, une dizaine de personnes perdent la vie chaque année sur cet axe. La route de la mort existe depuis le début des années 70. À l'époque, la situation était encore pire. À la caserne de Paray-le-Monial, les pompiers les plus anciens n'oublieront jamais certains drames. Comme Christian, 54 ans, le doyen de la caserne.
Ça par contre, c'était RCEA, ça. RCEA, oui. Tu l'avais fait, toi, celui-là? Dans son carton, il conserve précieusement 33 ans d'intervention sur la RCEA. Par exemple, ici en 1984, c'est mon premier accident mortel, où une voiture était sous un camion et nous ne savions pas que nous avons une victime à l'intérieur. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 21 ans. J'ai fait aussi malheureusement des interventions qui s'effaceront jamais de ma mémoire. Exemple, une poussette qui a été fauchée par un semi-remorque en plein centre-ville. J'ai fait aussi 5 morts d'un seul coup, un matin de 14 juillet. Le papa, la maman, le fils, la fille et l'autre voiture en face aussi décédée. Une poussette sur la RCEA, cela paraît impensable aujourd'hui. Mais dans les années 80, le tracé de la route était bien différent. Elle traversait de nombreux villages, mettant en danger la vie des habitants. À cette époque, en France, la violence routière fait près de 10 000 morts par an, 3 fois plus qu'aujourd'hui. En 1990, avec nos collègues de Marcilly, Charolles, Digoin et Genelard, on a fait 42 morts en l'espace de 4 mois. Un autre temps. Maintenant, vous voyez, on a 17 morts en Saône-et-Loire en milieu de l'année pratiquement. Avant, c'était peut-être 200-300 morts. Mais c'est vrai que ça marque une vie de sapeur-pompier. Le fléau des accidents sur la RCEA dure depuis 40 ans. Les pouvoirs publics ont-ils pris toutes les mesures nécessaires pour l'enrayer? C'est seulement à la fin des années 90 qu'un chantier de plusieurs milliards d'euros est annoncé. L'État veut transformer 200 km de route en 2 fois 2 voies pour plus de sécurité. Mais les travaux prennent du retard. Et en 2017, seulement un tiers du tracé est en double voie. Ces tronçons à 2 fois 2 voies semblent sans danger. Le problème, c'est qu'il ne s'agit en fait que de zones de dépassement, suivies de rétrécissement. Un véritable piège pour les automobilistes. Résultat, les comportements dangereux se multiplient. Excédés par les milliers de poids lourds, certains usagers n'hésitent pas à doubler sur les zébras pour dépasser les files interminables de camions. Autre pratique très répandue, ces automobilistes qui se lancent dans des dépassements très risqués, avec très peu de visibilité. Pour tous les habitants de la région, cette route est devenue une source d'angoisse. Ils l'ont surnommée le cimetière à 2 voies. Mathilde, 35 ans, ne s'aventure jamais sur la RCEA lorsqu'elle est accompagnée de Tao, son fils de 6 ans. Tu remets ton siège correctement, s'il te plaît. Je vais faire le tour pour t'attacher. Originaire de Saint-Étienne, cela fait 7 ans qu'elle habite en Saône-et-Loire. Alors non, avant d'arriver dans la région, je n'avais jamais entendu parler de la RCEA. Et après, par contre, une fois que je suis arrivée ici, que j'ai commencé à prendre la route, là j'ai connu la triste renommée de cette route en fait. On connaît sa réputation et du coup on a toujours dans la tête l'idée de l'accident, l'idée d'un problème qui pourrait survenir. Bonne journée Lolo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. Mathilde évite la RCEA à son fils. Mais elle est commerciale. Elle parcourt près de 100 000 km par an. Ça va? Mathilde. Chaque jour ou presque, elle doit emprunter la route la plus dangereuse de France. Bon voilà, on leur a dit de faire attention et voilà, de prendre plus de précautions. Mais comme un peu partout en France, mais peut-être encore plus particulièrement ici. Mais bon, après on sait que c'est la route qui nous permet de rentrer chez nous aussi le soir, donc c'est bien. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. C'est jamais sereinement qu'on prend cette route-là, de toute façon. Aujourd'hui, elle doit parcourir près de 100 km sur la RCEA. Allez, c'est parti. En 7 ans, Mathilde a eu le temps de disséquer les comportements des usagers et tous les dangers de cette route.
Selon elle, les milliers de camions et les automobilistes pressés ne font pas bon ménage. Regarde ce qui arrive en face. Regarde, lui, il mord légèrement, tu vois, là, avec sa voiture blanche. Il regarde s'il ne peut pas essayer de dépasser éventuellement. Suite à plusieurs accidents évités de justesse, Mathilde préfère rester à la traîne, même lorsqu'une voie de dépassement se présente. Voilà, on arrive pareil. Petite voie de 800 mètres de dépassement. Regarde ce qui arrive en face. Je ne vais pas prendre le risque de doubler là maintenant. J'ai 800 mètres, d'accord, mais bon, je ne suis pas courageuse des fois. Derrière, il est courageux. Mais là, non, j'ai pas le... Courageux ou inconscient, Mathilde, la mère de famille, préfère ne prendre aucun risque. J'ai l'impression de jouer à la roulette russe, en fait. Lors de ces dépassements à la limite, un seul écart d'un camion ou d'un automobiliste, et c'est l'accident. Ces comportements dangereux vont se répéter tout au long du trajet. Regarde, ça finit sur les lignes blanches, regarde. Encore une fois, l'automobiliste se rabat de justesse. Plus dangereux encore, un peu plus loin, ces camions ne respectent pas les distances de sécurité et se doublent dans une zone de dépassement réduite. Il y a 800 mètres de voie de dépassement, les camions se doublent. Même moi, je ne double pas à cet endroit-là. Je trouve que c'est la partie, c'est l'aberration de cette route ici, quoi. Il n'y a pas plus dangereux. Regarde, tu peux m'expliquer où il va se rabattre? Regarde, il reste 200 mètres. Regarde ce qui arrive en face, voilà. Voilà. Et toi, tu es là, lambda, donc voilà, lui ralentit, histoire de le laisser passer, mais voilà, c'est... Une situation de stress quotidien pour Mathilde, qui a songé plusieurs fois à changer de travail. En fait, mais c'est du dépit et puis c'est de la colère aussi, parce que c'est ça, c'est de la colère, c'est se dire, mais mon Dieu, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis j'ai pas envie d'être la prochaine, quoi, en fait. C'est surtout ça, souvent, ce qu'on se dit. C'est que c'est bon, j'ai pas envie d'être la prochaine, et voilà, donc il y a des fois, on se dit, on va peut-être limiter les risques, on va rester, et puis voilà. Mathilde subira-t-elle encore longtemps les dangers de la RCEA? Il y a quelques semaines, les pouvoirs publics ont annoncé une avancée majeure. 70% de la route devrait être aménagée en 2 fois 2 voies en 2050. Dans l'est de la France, retour sur la RN4. Cette nationale, elle, est bien aménagée. 2 fois 2 voies sur l'ensemble du tracé. Pourtant, il y a quelques années, elle a été le théâtre d'un terrible accident de la route qui a fait 5 morts. Ce jour-là, la vie de Vincent et Séverine a basculé dans l'horreur. Ah, c'est là. Hein. J'ai le cœur déchiré. J'ai mal au ventre. C'est à cet endroit, sur la RN4, que les 2 sœurs de Vincent et leurs 3 enfants âgés de 7, 10 et 13 ans ont brutalement perdu la vie dans un choc frontal avec un camion. C'est très compliqué. Ouais, très compliqué. Moi, j'arrive pas à m'en remettre. Le 25 juillet 2014, vers 8 h du matin, un poids lourd roule sur la voie de gauche. Les sœurs de Vincent arrivent en sens inverse. Soudain, le camion traverse la glissière de sécurité, écrase la voiture et termine sa course dans un fossé. D'après l'enquête, le chauffeur avait consommé de la cocaïne quelques heures avant de prendre le volant. Quand on prend de la drogue le matin, c'est comme si on chargeait son fusil à pompe. C'est aussi simple. Vous prenez de la cocaïne, de l'héroïne, vous êtes incontrôlable, vous êtes un fusil à pompe. Et en plus de ça, vous prenez un camion dans les mains, là vous êtes... c'est pas une grenade dégoupillée, vous faites un attentat sur la route. À l'époque, les 2 voies étaient séparées par de simples glissières métalliques. Depuis l'accident, elles ont été remplacées par un terre-plein en béton. Vincent en est persuadé, cet accident mortel aurait pu être évité. C'est un creux, d'accord? Donc ça fait une descente dans les 2 sens. Mettre des barrières de sécurité, ça s'écrase. Même une moto l'écrase, une barrière de sécurité. Donc un camion poids lourd, il est passé, ça les a écrasés. Là, un morceau en béton, un mur en béton au milieu, c'est sûr que ça aurait dévié le camion. Je dis pas ça l'aurait cassé, mais ça aurait dévié le camion, c'est sûr. Il ne serait pas là.
sûr et certain. Pour Vincent et sa famille, l'histoire n'est pas terminée. Dans quelques jours, aura lieu le verdict du procès en appel du chauffard. Ils espèrent qu'il écopera de la peine maximale. Parmi les personnes présentes le jour de la catastrophe, Pascal, un dépanneur qui intervient régulièrement sur la RN4. 2 ans et demi après l'accident, il conserve encore chez lui les épaves de la voiture et du camion. Elles sont sous scellées jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Mais là, c'est le restant de la carcasse de la voiture des pauvres malheureux. Donc on voit bien l'emplacement du poids lourd hein, qui les prend de face, là, qui traverse la voiture. Les 5 corps sont restés coincés dedans. Il n'y a plus de tableau de bord, il n'y a plus de volant. La voiture est laminée, hein, c'est le mot, hein, elle est laminée. Hein. Le choc était d'une extrême violence. Hein. Pascal est confronté quotidiennement aux accidents de la route. Mais en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vécu un tel drame. Celui-là d'accident m'a fait cauchemarder, m'a réveillé la nuit. C'est vrai que c'est assez dur. Hein. Quand on voit des saccages comme ça, c'est... Je dirais n'importe quel humain normalement constitué, il ne peut pas rester indifférent. Le poids lourd porte lui aussi les stigmates de la collision extrêmement violente. Donc on voit encore toutes les traces de tôle qui sont venues se fracasser contre le camion justement. Donc on voit que ça a vraiment forcé, que ça a vraiment appuyé très très fort. Mais c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. Ce terrible accident aurait pu faire une 6e victime, le chauffard lui-même. Mais après 4 jours de coma, il a survécu. Un véritable miracle qu'il doit à Laurent, un autre chauffeur routier qui passait sur la RN4 au moment de l'accident. Ah, c'est là. Cette heure-là. Ce jour-là, Laurent arrive parmi les premiers sur les lieux du drame, avec 2 gendarmes. Je suis arrivé à la hauteur de l'épave, et c'est là que les gendarmes m'ont dit, on ne peut plus rien faire pour eux, ils sont tous décimés. Laurent, ancien pompier volontaire, décide alors de porter secours au conducteur du camion. Alors le camion, il était là-dedans, complètement à l'envers. Voilà, complètement à l'envers. Donc j'ai rampé, j'ai cassé des branches, je me suis approché de la cabine, je me suis penché, j'ai regardé, et c'est là que j'ai vu qu'il était donc à l'envers, sur son siège, il était dans son camion. Laurent n'écoute alors que son instinct de secouriste. J'ai voulu lui prendre le pouls, impossible, parce que comme une tortue, la tête dans les épaules, mais vraiment dans les épaules. Donc après j'ai chopé les mains, et puis donc j'ai persisté. Si vous m'entendez, serrez-moi la main, serrez-moi la main. Et à un moment donné, j'ai senti une résistance, pas comme une poignée de main, mais une résistance. Donc je me suis dit, il est vivant. À ce moment-là, ce père de famille a un geste décisif. Il a voulu reprendre sa respiration, comme s'il avait avalé sa langue en arrière, parce que le visage a complètement changé de couleur. Et donc j'ai ouvert la bouche et j'ai lui 2 fois de suite, j'ai été chercher la langue, en crochet, pour éviter qu'il s'étouffe. J'ai fait mon rôle, je l'ai sauvé. Voilà, ça s'arrête là. Ah, c'est dur, là. Le lendemain de l'accident, de retour chez lui, à Ligny-en-Barrois. Alors, mon toutou. C'est aux côtés de sa femme Astrid que Laurent apprend dans la presse que l'auteur a consommé de la cocaïne avant de prendre le volant. Pour lui, c'est un coup de massue. Et là, le seul mot que j'ai dit à mon épouse, j'ai sauvé un criminel de la route. Voilà. Laurent ne regrette pas son geste. Sa femme le soutient. Peut-être que c'est un criminel de la route parce qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. On se drogue pas, on boit pas quand on conduit. Mais après, voilà, il l'a sauvé et moi je dis que c'est très bien parce que il y a jugement. Et ça, c'était la chose qu'il fallait. C'était trop facile la mort pour quelqu'un comme ça. Voilà, ce gars-là, il est en vie, c'est très bien, il est jugé. Et moi je trouve que c'est formidable parce que la mort, c'est l'échappatoire à tout. Autre circonstance aggravante, le chauffard est un récidiviste. Avant l'accident, son permis avait déjà été suspendu suite à une conduite sous l'emprise de stupéfiants. La loi n'empêche pas qu'un chauffeur poids lourd, déjà condamné, continue d'exercer. Reste une question. Le patron du camionneur avait-il connaissance des antécédents judiciaires de son employé ?
Pour le savoir, nous nous rendons au siège de la société en caméra cachée. Bonjour. Il n'est pas là, il ne viendra pas là. Hein. Enfin, il ne viendra pas au bureau en tous les cas. D'accord, ok. Le patron est absent. L'une de ses collaboratrices ne souhaite pas répondre à nos questions. Nous l'enregistrons à son insu. Le patron, il n'était pas au courant? Mais comment voulez-vous? Est-ce que vous pensez qu'un patron embaucherait quelqu'un s'il savait qu'il se ruait, quoi? Je veux dire, même pour l'employeur, hein, c'est quand même des soucis. On ne va pas prendre de risque d'embaucher quelqu'un qui se drogue, quoi. Hein. En France, un casier judiciaire vierge est obligatoire pour près de 400 professions, mais pas celle de chauffeur routier. Quand ils sont embauchés, on n'a pas de casier judiciaire du gars. S'il a déjà été, il a déjà eu affaire à la gendarmerie à cause de la drogue ou tout, on ne sait pas. Hein. Le chauffeur travaillait dans l'entreprise en CDD depuis seulement 2 mois. Bah, vous savez, il était employé comme un autre salarié. Après, ce qu'ils font chez eux, vous savez, ils ne nous le disent pas. Hein. Ils ne nous le disent pas. Hein. On n'a pas non plus à rentrer dans leur vie privée. Hein. Le matin, vous ne pouvez pas faire souffler vos gars dans le ballon, leur faire une prise de sang pour voir s'ils se droguent. C'est compliqué aussi. Hein. Les automobilistes sous l'emprise de stupéfiants sont impliqués dans près d'un quart des accidents mortels. La plupart sont des jeunes conducteurs. Alors les opérations de sensibilisation se multiplient. À Quiberon, en Bretagne, 900 étudiants sont venus de toute la France. Ils participent au plus grand exercice de simulation jamais organisé dans notre pays. Donc on va suivre, mais c'est vrai qu'il faut regarder le véhicule qui est devant. Agathe et Anaïs, 2 étudiantes en école d'ingénieur, vont tester un masque reproduisant l'état d'ébriété. Vous allez vous faire des passes. Vas-y Agathe. Non. Qu'est-ce qui se passe dans ton masque, Agathe? En fait, je vois pas mes pieds. Enfin, je vois mes pieds, mais ils sont pas à la bonne distance. Et je vois 2 ballons. Il y a combien de grammes dans ton masque? Là, je pense qu'il y a au moins 10 grammes. Deuxième test, Anaïs va essayer une combinaison qui simule les effets d'un produit stupéfiant. Dans la panoplie, un gant vibreur, des lunettes à vision réduite et un casque qui perturbe l'oreille interne. En quelques secondes, Anaïs est dans un état second. Waouh, je vois. Là, c'est même plus double, c'est je vois. Ça part dans tous les sens. Ah ouais, ça bouge quoi. C'est super, ça va? Ah ouais, ça. Ouais, ça. Ah ouais, c'est génial. Ah, je suis complètement défoncée là. Agathe prend maintenant le volant pour un test grandeur nature. Ah, je vois double, c'est horrible. Objectif, éviter des plots qui représentent le bas-côté de la route. Les cônes bleus, je vois 4 lignes de cônes. Et en fait, c'est bizarre, c'est... Là, on s'en va carrément. Là, on est carrément vraiment sorti de la route. Hein. On est allé mais en fait, c'est que... visuelle normale. Hein. Ouais. C'est bon, là, je peux repartir? Ouais, tu peux le repartir. Ah, c'est super violent. Impossible pour l'étudiante d'éviter la sortie de route. Ah, là, je suis pas bien du tout. Va vers le caméraman. Là, t'allais écraser le caméraman. Hein. Il est loin, là? Ouais, il est pas si loin. Hein. Tu laisses bien braquer à droite, ok? Ok, ok. Allez, on y va doucement. Et là, tu roulais dessus. On allait droit sur le caméraman. Ah ouais, non, mais il était beaucoup plus loin. Non, mais c'est pas possible de conduire comme ça. Ah, clairement, non. Depuis tout à l'heure, on a fait tuer 2 personnes, hein, quand même. Hein. Ah, c'est L'alcool et les stupéfiants sont impliqués dans plus de la moitié des accidents mortels. Il faut dire que le cocktail est explosif lorsqu'ils sont combinés à une conduite en excès de vitesse. Un autre comportement dans la ligne de mire des gendarmes. Ce vendredi soir, sur la Nationale 4, certains chauffeurs n'hésitent pas à prendre tous les risques pour regagner leur domicile au plus vite. Cette route est limitée à 110 km/h, mais dans les grandes lignes droites, il est tentant d'appuyer sur l'accélérateur. Alors, les gendarmes sont sur le qui-vive. N'oubliez pas, sécurité avant tout. Sébastien, le capitaine de la brigade, décide de mettre en place un contrôle de vitesse de grande ampleur. Plus d'une quinzaine de gendarmes sont mobilisés. Avec son radar jumelle, Philippe est posté aux abords d'un virage particulièrement dangereux. Ça permet d'avoir toute la descente où il y a eu des accidents ces derniers temps.
147. Au bout de quelques minutes seulement, les premiers excès de vitesse tombent. Les 6 motards en alerte sont chargés d'intercepter les chauffards. Spécialement entraînés à la conduite à haute vitesse, ils rattrapent les délinquants de la route en moins de 2 minutes. Donc monsieur, on vous a contrôlé à 150 km/h au lieu de 110. Pour les jeunes conducteurs, la vitesse est limitée à 100 km/h. Il s'agit donc d'un grand excès de vitesse, avec rétention immédiate du permis. Ah oui, donc là c'est encore plus compliqué, parce que là on est sur un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Donc là, on va garder votre permis de conduire. À bord de cette voiture blanche, un autre jeune conducteur, en permis probatoire, vient d'être contrôlé à 154 km/h. Votre permis, là, vous êtes en probatoire encore? Ouais. Jusqu'au 11 août de cette année. Ouais, je vais. Donc ça veut dire qu'à 154 pour 100, vous êtes 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc là, il y a rétention de votre permis. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. En vérifiant les antécédents du jeune conducteur, ils vont découvrir qu'il est déjà sous le coup d'une suspension de permis, c'est-à-dire qu'il conduit illégalement. Ce monsieur il a fait déjà l'objet d'une rétention de son permis de conduire pour un excès de vitesse et son permis n'est pas prorogé, on appelle ça. Il aurait dû attendre que la préfecture lui donne l'autorisation de pouvoir reconduire. Pour son excès de vitesse et conduite sans permis, Quentin, 21 ans, écopera de 300 € d'amende et 3 mois supplémentaires de suspension de permis. J'ai besoin de mon permis surtout, pour aller au boulot et puis pour aller à l'école. Et comment vous allez faire? J'en sais rien. Je sais pas. La bicyclette? Non, je sais pas. Alors. La vie, le jouet, perdu. Ah, ça fait chier. Quentin n'a pas conscience que son comportement est à l'origine d'un quart des accidents mortels. La vitesse, forcément, sur ce type de route, on double voie, on perd le contrôle, on a beaucoup de monde là, sur l'axe. Une voiture qui perd le contrôle, qui commence à partir en tête à queue, ça peut faire un grand carambolage, quoi. Bon, moi, c'est bon pour moi. Bonne soirée. À vous également, bon courage pour la suite. Au revoir. Bon, comment on se sent là? Dégoûté. Non, franchement, dégoûté. Blasé. À mort. Du coup, c'est la fille qui reprend le volant. Oui, mais il se fout de ma gueule, quoi. Ça lui apprendra. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Bah, il a qu'à rouler moins vite. C'est vrai que j'aime bien la vitesse. La sensation, j'aime bien. Et vous lui dites, tu roules trop vite. Ah bah oui, mais il s'en fout. Il comprend pas. Hein, Quentin? Mais que veux-tu? T'as appuyé un peu, ça y est, t'es déjà à 110 là. Ce soir, en moins de 3 heures, 28 excès de vitesse sont relevés par les gendarmes et 5 permis de conduire retirés. Le métier est ingrat puisque on sauve des vies, mais on ne sait pas combien. Maintenant, on sauve des vies, donc c'est effectivement une fierté de faire un métier où quotidiennement on sauve des vies. Dans la Meuse, les efforts des gendarmes ont fini par payer. En 10 ans, le nombre de morts sur les routes du département a été divisé par 2. Mais les forces de l'ordre restent en alerte 24 heures sur 24, car certains conducteurs ne manquent pas d'imagination pour tenter de contourner la loi. Il est 3 heures du matin. Pascal, le dépanneur, a été réveillé en urgence. C'est lui qui est intervenu sur l'accident mortel qui a coûté la vie à 2 femmes et leurs 3 enfants. Aujourd'hui, un autre accident s'est produit entre 2 camionnettes. Pascal n'a que peu d'informations. Sur place, les gendarmes tentent de sécuriser la zone. Allez hop, c'est parti, on enclenche. Il a tapé quoi? Et en gros, il s'est assoupi certainement. Ouais, d'accord. Il a tapé la bordure et les débris sont projetés sur l'autre voie. Ouais. Ce qui fait que ça génère un autre accident de l'autre côté. D'accord, ok. Ce livreur se serait endormi au volant. Sa camionnette a défoncé la glissière de sécurité. Le rail a ensuite percuté un autre utilitaire qui roulait en sens inverse. Pour minimiser les risques de suraccident, Pascal doit évacuer très rapidement les 2 véhicules.
essaie d'aller au plus vite. Voilà, c'est bon, il va être chargé. On va voir si on a les deux de la vite fait. Hop. Le livreur est serbe. Comme lui, de nombreux conducteurs des pays de l'Est utilisent de simples camionnettes pour transporter des marchandises. Avec un poids inférieur à 3,5 tonnes, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles de sécurité que les poids lourds, qui doivent faire une pause toutes les 4h30. Ah oh la vache, les radiateurs, tout est niqué, ouais. Ces chauffeurs serbes, roumains ou polonais roulent parfois 10 ou 12 heures sans s'arrêter, traversant l'Europe dans des conditions extrêmement dangereuses et au risque de s'endormir au volant. Il n'a pas suffi de grand-chose, une fraction de seconde, et puis ça a généré un accident, un deuxième accident, et pourquoi pas un sur-accident le temps de la sécurisation du site. Donc ça va très vite. Le choc il a été tellement violent que le garde-rail a été projeté sur le bas-côté. Donc, ce qui montre que le véhicule aurait très bien pu complètement traverser la voie et percuter l'autre véhicule qui venait dans l'autre sens. Honnêtement, le conducteur a eu de la chance. On aurait pu avoir au moins un accident corporel, voire pire. Ce soir, le choc frontal a été évité de justesse. Mais cet accident réveille chez Pascal le douloureux souvenir du drame qui a coûté la vie à 5 personnes. Dès qu'on voit ça, on pense toujours à l'accident de Ménil-la-Orgne, hein, le terrible accident, là, ouais. Là, ça s'est bien passé, quoi. Juste... Ah bah là, je veux dire, on peut qu'en rire, là, c'est que de la ferraille, hein. Mais bon, c'est sûr que ça aurait pu être pire, hein. Ça va que c'était un petit véhicule, hein, le gars, quand il s'est endormi, hein, parce que avec une semi, il serait passé au travers, là, hein. Il serait passé au travers des rambardes. Ce scénario catastrophe, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, provoquant l'un des pires accidents qu'ait connu la RN4. Je pourrais me faire un café, Bichette? Dans quelques jours, va se tenir le procès en appel du chauffard qui a tué les 2 sœurs et les 3 neveux et nièces de Vincent. Merci. Vanessa. Kanya. Ça c'est Vanessa. Ça c'est Mimose. Ça c'était la veille au soir. Le jour de l'accident, les 2 sœurs et leurs enfants étaient sur le chemin du retour après une semaine de vacances passée chez Vincent et Séverine. C'est une semaine mémorable, voilà. Rigoler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des enfants adorables. Ilyes à qui glisser sur les vaches. C'était la vie, quoi. C'était leur dernier moment, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, on devine la voiture, voilà, avant le départ. Elle est là, la voiture. Juste avant le départ. Une semaine plus tard, devant la cour d'appel de Nancy, Vincent et sa femme rejoignent leur avocate. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va? Aujourd'hui, doit être rendu le verdict contre le routier qui a tué sa famille. Il conduisait sous l'emprise de cocaïne. Bon, à un moment donné, il faut que la peine soit donnée, hein, voilà, et que justice soit faite. Voilà, c'est important. Oui, effectivement, c'est important pour nous. Le chauffard n'est pas présent aujourd'hui. Condamné à 7 ans de prison en première instance, il est incarcéré. Les délibérations vont durer moins de 10 minutes. Pour Vincent et sa femme, ce verdict est la fin d'une attente de presque 3 ans. Le chauffard est cette fois condamné à 10 ans de prison, 3 ans de plus. Une peine malgré tout pas assez sévère pour Vincent. Mais d'après la loi, un homicide provoqué par un accident de voiture est dans tous les cas involontaire. C'était un homicide involontaire et c'est ça qui est aussi très très difficile pour les familles, c'est de se dire que quelqu'un qui s'est volontairement mis dans une situation dans laquelle il mettait en danger les autres, hein, c'est-à-dire la situation qui consiste à consommer des produits stupéfiants alors qu'on va prendre le volant, eh bien, peut entraîner un homicide involontaire et non pas volontaire.
Ma famille elle a pris perpétuité, donc ça ne sera jamais à la hauteur de nos espérances. Maintenant, la récidive soit retenue, c'est tant mieux. Voilà. Mais 10 ans, ça ne sera jamais assez par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Chaque année, près de 1000 personnes trouvent la mort sur la route suite à un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Malgré l'acharnement des forces de l'ordre, le nombre d'accidents sur les routes françaises est reparti à la hausse depuis 3 ans.